Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso et sa délégation se sont rendus au deuxième jour de leur visite de travail à Pointe-Noire, dans le département du Kwilu. L'objectif de cette visite était d'évaluer l'avancement des travaux de construction de l'université de Luango et du futur mémorial de la baie de Luango. Et puis en sport, victoire prestigieuse des Diables Rouges du Congo contre le Soudan du Sud, 1-0. On suivra l'analyse de Triblonga Imbo, journaliste sportif. Bonne conscience suivie, mesdames et messieurs. En visite de travail dans la capitale économique Pointe-Noire, depuis le mercredi 4 septembre 2024, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso et sa délégation se sont rendus au deuxième jour de leur séjour dans le département du Kwilu. L'objectif de cette visite était d'évaluer l'avancement des travaux de construction de l'université de Luango, un projet en deux phases comprenant entre autres 2 instituts, 2 facultés, une bibliothèque et un centre commercial. Le chef du gouvernement a, au micro de la chaîne nationale, dit être satisfait du niveau d'avancement des travaux. On l'écoute. Intervenant en mars 2021, auprès du siège du conseil départemental, face aux populations venues de tous les districts du département, le président de la République avait pris des engagements forts. Celui de construire l'université de Luango. Nous venons constater l'exécution de ces engagements avec l'université de Luango, dont les travaux se retrouvent aujourd'hui à près de 15 à 20% en termes d'exécution physique, compte tenu du niveau d'approvisionnement du matériau. Il nous a été rappelé qu'une partie du matériau est déjà constituée en stock pour aller pratiquement jusqu'à la fin de l'ouvrage, notamment le premier module. Donc, on peut constater qu'il y a un grand travail qui a été fait et la délégation et moi-même avons été satisfaits du niveau d'exécution de ces travaux. De l'université au site où prend forme le futur mémorial de la baie de Luango, il n'y a que la volonté de s'y rendre qui sépare. Anatole Koliné-Makosso, une fois de plus. Comme vous le savez, le président attache du prix à la reconstitution de l'histoire pour développer le tourisme mémoriel, pour lequel un programme ambitieux a été élaboré, y compris avec le soutien des partenaires étrangers. Et il est de la responsabilité de la République du Congo d'ériger ce musée de la mémoire et de l'esclavage pour que ça puisse permettre d'attirer tous les Afro à travers le monde qui voudraient se retrouver effectivement dans leur histoire, qui doit les ramener ici. Et sur ce point, je vous dis par exemple que Madame la ministre de l'Industrie culturelle et touristique est en train de préparer un grand colloque qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année et qui va voir migrer ici un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler nos compatriotes et qui se retrouvent de l'autre côté, comme on dirait, outre-mer, voilà, et qui vont venir pour appuyer les efforts du Congo dans la reconstitution de cette histoire mémorielle. Lors des matchs allés des préliminaires de la CAN Maroc 2025, les Diables Rouges du Congo ont remporté une victoire prestigieuse contre le Soudan du Sud en s'imposant 1-0. La rencontre s'est tenue au stade Alphonse Massamba Déba dans l'après-midi du 5 septembre. Le seul but de la partie a été inscrit par Chandrel Massanga qui a marqué d'un tir puissant à la 12e minute de jeu. Sous la direction d'Izan Gata, les Congolais ont présenté un football prometteur, laissant entrevoir des espoirs de qualification pour la plus prestigieuse des compétitions africaines. À en croire l'analyse de Triblonga Imbo, journaliste sportif. Pour être objectif, il faut dire que ça a été un match à l'avantage des Diables Rouges du Congo avec une charnière centrale composée de Brian Passy et Bidunga qui se sont imposés à travers les duels aériens. Le retour de Morgan Poitiers sur son couloir a aussi fait du bien dans cette défense congolaise. Ondjwana aussi de son côté. Et puis, bien évidemment, ce milieu du terrain composé de Merveille Ndoki
et Ndembi, sans compter le buteur Massonga. Là aussi, ça a été la clé de cette rencontre parce qu'on a vu un milieu du terrain qui s'est vraiment exprimé, qui était sur quasiment tous les ballons. Au niveau de l'attaque, Momba Swamina a fait quelques incursions. Il faut dire aussi que Prestige Mbungu a manqué un peu le coach, un peu maladroit. Voilà, et le capitaine Sylvain Ganvoula qui a beaucoup décroché. Mais avec l'entrée de Benny Makwana et bien évidemment Makumbu, ça a apporté pour Benny de la percussion en attaque, pour Makumbu venir un peu donner ce second souffle à ce milieu du terrain. Seul bémol, c'est le gardien Zilla, un peu hésitant au niveau des retraits du pied. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une équipe solide. Il suffirait juste pour le coach de pouvoir régler quelques détails près, surtout au niveau offensif, pour que la suite de ces éliminatoires soit en notre faveur. La marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei est décédée des suites de ses blessures à l'Eldoret, dans l'ouest du Kenya. Un homme présenté comme son compagnon l'avait immolé par le feu dimanche à son domicile à 2A, à 25 km de la frontière ougandaise où elle s'entraînait. C'est un reportage signé Yakuba Wedraogo pour VOA Afrique. Atmosphère pesante à l'hôpital d'Eldoret, dans l'ouest du Kenya, où avait été admise Rebecca Cheptegei. L'athlète ougandaise, brûlée à plus de 80% selon les médecins, n'a pas survécu. Elle souffrait d'un pourcentage élevé de brûlures qui ont malheureusement entraîné une défaillance de plusieurs organes, ce qui a finalement conduit à son décès ce matin à 5h30. Un rapport de la police présente le suspect comme Dixon Ndiema Marangash, ajoutant qu'il s'est introduit dimanche dans la propriété de Rebecca à Ndebes, l'a arrosé d'essence et a mis le feu sous les yeux de ses deux fillettes de 9 et 11 ans. Le rapport présente Rebecca et Dixon comme un couple qui avait constamment des disputes familiales. À la sortie de l'hôpital, la mère de l'athlète de 33 ans, Agnès Ndiema Cheptegei, le cœur brisé, lui a rendu hommage. C'était une bonne enfant, très polie et elle n'avait pas beaucoup de problèmes. Nous sommes encore sous le choc que nous souffrons, surtout en tant qu'athlète, de ce qui se passe au Kenya. C'est la deuxième fois qu'un athlète est attaqué et nous nous souvenons du cas d'Agnès Tirop. Maintenant, c'est au tour de Rebecca, donc nous ne sommes pas contents. En effet, en octobre 2021, Agnès Tirop, 4e des JO de Tokyo sur 5000 mètres, avait été retrouvée poignardée à mort à son domicile d'Iten. Son mari Emmanuel Ibrahim Rotich est poursuivi pour meurtre. Il nie les accusations. Son procès est en cours. Le ministre kenyan des Sports a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort de Rebecca Cheptegei, qui a terminé 44e au marathon des JO de Paris. La santé mentale reste un sujet entouré de silence qui stigmatise particulièrement les hommes dans les sociétés africaines. Comment les perceptions négatives sur les troubles de la santé mentale affectent la lutte contre les maladies mentales en Afrique? Une question que tente de répondre à travers ce reportage Giminiwa et Juma Mayanga. Stephen Odiambo Uluwosh, homme d'affaires de Nairobi, explique que ses problèmes de santé mentale, associés à un sentiment de solitude pendant ses études universitaires, l'ont conduit à abandonner ses études et sombrer dans la toxicomanie. Ce père de 2 enfants se souvient que sa dépendance à l'héroïne l'a conduit à abandonner l'université et à frôler le suicide. J'en étais arrivé à un point où l'idée de mourir ne m'effrayait pas. Nous devenons presque téméraires. On se met à faire tout ce qui passe par la tête parce que les conséquences importent peu. Le docteur Frank Njenga, l'un des plus grands psychiatres du Kenya, affirme que la santé mentale des hommes est dans un état désastreux partout dans le monde. Selon lui, l'un des facteurs qui rend les hommes vulnérables aux problèmes de santé mentale est qu'ils ont tendance à ne pas exprimer leurs sentiments aussi ouvertement que les femmes.
Le docteur Njenga estime que le problème est encore plus grave en Afrique. Culturellement, nos sœurs et nos mères sont autorisées et encouragées à exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Les hommes, en revanche, sont découragés de montrer ce que la société perçoit comme une faiblesse de leur part. Par conséquent, lorsque la douleur de l'anxiété, la douleur de la dépression, la douleur d'être simplement un être humain vous envahit, notre société vous dit « Vous êtes un homme, ne le montrez pas, mettez-le en bouteille ». Et l'enfermement signifie bien sûr la prise d'alcool, de drogue, etc. La stigmatisation des maladies mentales reste un problème, surtout en Afrique. L'une des principales responsabilités d'un homme est de s'occuper de sa famille et de sa communauté. Cependant, on ne peut être un père et un mari efficace que si l'on s'occupe d'abord de soi-même. Les statistiques montrent que les hommes sont moins enclins que les femmes à chercher de l'aide auprès des prestataires de soins de santé mentale et sont 4 fois plus susceptibles de mourir par suicide que les femmes qui souffrent de troubles mentaux. Oluoch Njenga affirme que l'Afrique a fait des progrès dans la lutte contre ce problème, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Parce que nous sommes si précieux et que nous avons une responsabilité, nous devons être dans le bon espace mental. Nous devons être en bonne santé, nous devons bien penser et nous devons continuer à rester en bonne santé parce que nous sommes un pilier de la société. Des experts et des défenseurs des droits de l'homme appellent le monde à sensibiliser à l'importance de la santé mentale chez les hommes et à encourager les hommes à s'exprimer et à chercher du soutien pour leurs problèmes de santé mentale. Le négociateur du Brexit saura-t-il résoudre la crise politique française ? Emmanuel Macron a choisi de nommer Michel Barnier comme Premier ministre jeudi 5 septembre 2024, après plus de 50 jours sans gouvernement. Ancien commissaire européen, cet homme de droit de 73 ans hérite de la difficile tâche de mener le pays face à une assemblée nationale, bien sûr, divisée en 3 blocs. C'est la fin d'un long feuilleton à suspense, près de 2 mois après le résultat des élections législatives et 52 jours après la démission du gouvernement. Emmanuel Macron a finalement décidé qui serait le nouveau Premier ministre. Et surprise, il s'agit d'une personnalité issue de la droite, Michel Barnier, membre du parti Les Républicains, ancien commissaire européen et ministre à plusieurs reprises. Le CV de Michel Barnier est long. Engagé depuis 50 ans en politique, il a déjà connu presque toutes les fonctions. Ministre des Affaires étrangères, de l'Agriculture, député, sénateur, commissaire européen et plus récemment, c'est lui qui avait mené les négociations du Brexit pour l'Union européenne. Il ne lui manquait plus que la mention de chef du gouvernement. C'est désormais chose faite. Michel Barnier hérite donc de la difficile tâche de mener le pays face à une Assemblée nationale divisée en 3 blocs bien distincts. C'est pourtant la mission que lui a donnée Emmanuel Macron, constituer un gouvernement de rassemblement afin d'éviter toute censure en provenance de l'Assemblée, ce qui ne semble pas encore gagné car en effet les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre dans la classe politique, notamment à gauche, alors que le nouveau Front populaire revendique la victoire aux législatives de juillet dernier. Du côté des communistes, on dénonce un coup de force ou encore un déni de démocratie, tandis que le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, accuse le président, je cite, d'avoir volé le vote des Français. Du côté écologiste, on se demande de qui se moque-t-on. Et pour l'extrême droite, pas de censure immédiate du nouveau Premier ministre. Le RN préfère attendre pour juger de la pertinence de cette nomination, laissant ainsi une petite chance à Michel Barnier. Lors de la passation de pouvoir, Michel Barnier a insisté sur sa détermination face à la tâche qui l'attend, donnant un délai de quelques semaines pour présenter sa politique générale devant le Parlement. Le nouveau Premier ministre devra proposer au président de la République une équipe gouvernementale dans les jours à venir. La population française devra donc encore attendre un peu pour connaître l'identité de ses prochains gouvernants.
On se quitte sur cette nouvelle. Manette Bailey, 102 ans, n'a rien perdu de son goût pour l'aventure et son engagement en faveur de bonnes causes. Pour célébrer ce nouvel âge de manière unique, la Britannique a décidé de relever un défi audacieux, sauter en parachute. Elle s'était lancée dans le vide à plus de 2000 mètres d'altitude. Ce n'est pas la première fois que Manette se lance dans un défi aussi spectaculaire. Pour ses 100 ans, elle avait conduit une Ferrari sur un circuit de 200 km/h. Ce nouvel exploit, j'allais dire, lui a donc permis de récolter des fonds pour une association luttant contre la maladie du motoneurone, une affection neurodégénérative très rare. Allez, prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine. Entre-temps, profitez du week-end. Au revoir.